Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un concept qui donne littéralement son intelligence à l'IA, la non-linéarité. C'est un peu l'ingrédient secret qui permet à un réseau de neurones de comprendre des choses incroyablement complexes, bien au-delà de ce qu'une simple machine pourrait faire. C'est ce qui fait la différence entre une calculatrice et un modèle capable de créer. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre de quoi on parle, imaginez une seconde. Une IA qui ne pourrait penser qu'en ligne droite. Elle serait capable de voir une relation simple du genre plus on appuie sur l'accélérateur, plus la voiture va vite. Mais elle serait complètement paumée face au monde réel. Reconnaître un visage, comprendre les nuances d'une blague, ou même composer une mélodie, impossible. Le monde n'est tout simplement pas une ligne droite. Et voilà, tout le problème est là. À gauche, vous avez les modèles linéaires. Ils sont simples, rapides, mais ils voient le monde comme une grille parfaite, tout en angle droit. À droite, les modèles non linéaires, eux, ils peuvent voir les courbes, les nuances, les motifs chaotiques mais bien réels qui composent notre réalité. C'est cette capacité à voir le monde en courbe qui est au cœur de toute l'IA moderne. Ok, petit retour en arrière. Les pionniers de l'IA ont très vite compris qu'il fallait cette non-linéarité. Mais leur première tentative, bien qu'inspirée, ont créé un obstacle immense. Un problème qui a mis un énorme coup de frein à la recherche pendant des années. Au début, l'idée était assez belle. On s'est dit, pourquoi ne pas s'inspirer de notre propre cerveau? C'est comme ça que sont nées des fonctions comme la sigmoïde ou la temps-Nash. Elles essayent d'imiter la façon dont un vrai neurone s'active. Pas un simple on-off, mais une courbe douce en forme de S. C'était très élégant, mais cette jolie forme cachait un vice. Et ce vice, c'est le fameux problème de la disparition du gradient. Pour faire simple, le gradient, c'est le signal d'apprentissage. C'est l'information qui dit au réseau « Et tu t'es trompé, corrige-toi dans cette direction ». Imaginez une chaîne de personnes qui doivent se chuchoter un message. Avec ces fonctions en S, plus le réseau est profond, plus le message devient un murmure, jusqu'à devenir complètement inaudible. Les gradients s'évanouissent et le réseau arrête d'apprendre. C'est la panne sèche. Face à ce mur, il fallait une solution radicale. Et elle est arrivée. Une idée d'une simplicité presque déconcertante, une véritable révolution qui a relancé tout le domaine de l'apprentissage profond. La fonction ReLU. ReLU, ça veut dire unité de rectification linéaire. Oubliez le nom un peu barbare. Le principe est d'une simplicité enfantine. Si l'information qui arrive est négative, paf, on la met à zéro. Si elle est positive, on n'y touche pas, on la laisse passer telle qu'elle. C'est tout? Vraiment. Et cette idée, qui peut paraître presque trop simple, a eu un impact absolument gigantesque. On a abandonné les belles courbes inspirées de la biologie pour cette forme angulaire un peu brutale qu'on voit ici en rouge. Et en faisant ça, les chercheurs ont résolu d'un coup plusieurs des problèmes les plus coriaces de l'époque. Alors, pourquoi ça a si bien marché? 3 raisons principales. Premièrement, fini le message qui s'évanouit. Pour les valeurs positives, le signal d'apprentissage passe sans être affaibli. Deuxièmement, c'est ultra rapide à calculer pour un ordinateur. Pas de calcul compliqué, juste une petite vérification. Et enfin, ça a introduit un concept super intéressant, la sparsité. Ça veut dire que beaucoup de neurones sont mis à zéro, ils sont silencieux. Seuls les plus importants s'activent, un peu comme dans notre cerveau, ce qui rend le tout beaucoup plus efficace. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. On aurait pu croire que ReLU était la solution miracle, mais non. Même ce héros avait son talon d'Achille, et cette faiblesse a ouvert la porte à une nouvelle vague d'innovation, créant un véritable zoo de fonctions d'activation, chacune essayant de faire mieux que la précédente. Alors, c'est quoi ce fameux problème? Il a un nom assez imagé, le problème du ReLU mourant. L'idée est simple, mais les conséquences sont terribles. Si un neurone, par malchance, ne reçoit que des entrées négatives pendant l'entraînement, sa sortie sera toujours zéro. Et donc son signal d'apprentissage, son gradient, sera lui aussi toujours à zéro. Le neurone se retrouve coincé. Il est mort. Il ne peut plus jamais se réactiver, il ne participe plus à l'apprentissage. Une partie du cerveau de notre IA devient inutile. Et c'est cette quête pour éviter que nos neurones ne meurent qui a vraiment donné naissance à une explosion de créativité. On est passé des jolies courbes toutes simples des débuts à une véritable ménagerie de fonctions aux formes bien plus complexes, plus nuancées, comme la fameuse fonction GeoLU, qui est super populaire aujourd'hui notamment dans les modèles comme les Transformers. Et la différence de philosophie est fascinante. ReLU, c'est un interrupteur binaire. L'information est positive, elle passe. Elle est négative, elle est bloquée. C'est on ou off. GeLU, c'est beaucoup plus subtil. Ce n'est pas un interrupteur, c'est plutôt un variateur. Il ne se contente pas de bloquer le signal, il le pondère, il l'atténue doucement en fonction de sa valeur. C'est une approche plus douce, plus probabiliste. Tout ça nous amène à un dilemme central pour quiconque crée des IA aujourd'hui. Avec ce grand buffet de fonctions, comment choisir?
En fait, la réponse se trouve toujours dans un compromis, un arbitrage constant entre la performance pure et le coût de calcul. Si on regarde les chiffres, il n'y a pas photo. Sur des tests de classification d'images comme CIFAR-10, les fonctions modernes comme GLU ou même ses variantes obtiennent une meilleure précision que le bon vieux ReLU. On voit qu'on passe de quasi 93% à plus de 96%. Et en IA, ces quelques points de pourcentage, c'est un gain énorme. Mais bien sûr, cette meilleure précision a un prix. L'élégance mathématique de GLU demande des calculs beaucoup plus lourds. Dans un monstre comme GPT-3, ça peut représenter jusqu'à 6% du temps de calcul total du GPU. ReLU, à côté, c'est une opération quasi gratuite. C'est vraiment le choix entre la voiture de sport hyper performante mais qui consomme un maximum et la petite citadine, peut-être un peu moins rapide, mais super économe. Mais l'innovation ne consiste pas seulement à remplacer des pièces. Parfois, elle est dans l'architecture. Prenez le modèle Noble, par exemple. Au lieu de tout miser sur une seule fonction, il ajoute une sorte de voie rapide, non linéaire spécialisée, à côté du chemin principal. Et comme on le voit sur le graphique, ça paye. Le modèle apprend beaucoup plus vite, jusqu'à 32% plus rapidement. Ça prouve que le secret n'est pas juste de trouver la meilleure fonction, mais aussi de savoir l'utiliser intelligemment. Alors, vers quoi on se dirige? Eh bien, la prochaine frontière, semble-t-il, c'est de ne plus du tout avoir à faire ce choix. La recherche s'oriente vers des fonctions d'activation qui deviennent elles-mêmes intelligentes et capables de s'adapter. Cette citation, tirée d'un papier de recherche sur une méthode appelée SGBlend, résume parfaitement cette vision. L'idée est de créer une fonction qui ne soit pas figée, mais qui puisse changer de forme pendant l'entraînement pour coller parfaitement au problème qu'on lui demande de résoudre. Imaginez que votre fonction d'activation n'est plus un outil rigide, mais une sorte de pâte à modeler. Des approches comme SGBlend créent des fonctions qui sont un mélange de plusieurs autres, et c'est le réseau qui apprend tout seul le dosage optimal. La fonction n'est plus un hyperparamètre, c'est-à-dire un réglage qu'un humain doit choisir avant, mais un paramètre que la machine apprend elle-même, comme le reste. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse pour l'avenir. La prochaine grande percée dans ce domaine, le prochain ReLU, est-ce qu'il sortira du cerveau d'un chercheur ou d'une chercheuse? Ou bien est-ce que les IA, en devenant de plus en plus complexes, vont finir par concevoir elles-mêmes leurs propres briques fondamentales, créant des formes de non-linéarité que nous n'aurions même pas pu imaginer? L'avenir nous le dira.